Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Rodolphe Lantz, le secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers. Il nous présentera les résultats du label Transport et logistique responsable. Dans notre débat, on va découvrir le livre blanc de l'économie régénérative. Comment définir ce concept, comment faire accepter cette économie aux chefs d'entreprise. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Agriflux, solution logistique pour livrer en circuit court et augmenter les marges des agriculteurs. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Rodolphe Lantz. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers. On va parler d'un label, le label Transport et logistique responsable, qui a été créé en 2022. De quoi s'agit-il? Présentez-nous ce label. Eh bien, dans un cadre de transition énergétique volontaire ou contraint du transport routier de marchandises, et puis la prise en compte constante et de plus en plus prégnante des partenaires du transport et de la logistique sur les aspects environnementaux et les aspects sociétaux de nos entreprises. Nous avons décidé, la FNTR, en 2021, de travailler avec Etiffinance, qui est une agence de notation extra-financière, pour construire un label qui permette de reconnaître les performances extra-financières de nos entreprises. Alors nous avons travaillé 1 an, à la fois pour avoir des indicateurs qui soient reconnus par l'ensemble des agences de notation, mais également qui soient très spécifiques à notre secteur et qui puissent finalement interpeller nos chefs d'entreprise. Puisque d'une manière générale, il existe beaucoup de labels, mais ils ne sont pas spécialisés dans nos métiers. Et donc on avait besoin effectivement que ces indicateurs, à chaque fois, soient en rapport avec le métier des transporteurs et des logisticiens. Adapté pour que les entreprises s'engagent d'une certaine façon. Coup d'œil aux 2 précédentes éditions, 28 entreprises labellisées en 2022, près de 59 labellisées en 2023. Là, en ce moment, les entreprises peuvent candidater. Les prix, je crois, seront remis en octobre pour l'année 2024. Vous espérez combien d'entreprises cette année? Que cette croissance continue? Oui, de toute façon, ça va obligatoirement faire boule de neige. Je m'explique, puisque le label est millésimé, c'est-à-dire qu'on n'est pas labellisé à vie. Tous les ans, il faut se réengager. Et donc, les entreprises de l'année dernière, les 59 labellisées, j'espère qu'elles vont revenir. Elles veulent le garder, quoi. Qu'elles veulent le garder, et surtout si elles ont été premium, par exemple, si elles ont eu un trophée, qui, je rappelle, puisque c'est une reconnaissance par nos partenaires institutionnels, qui ont été remis au ministère des Transports par le ministre lui-même. Donc, finalement, ça devrait faire boule de neige et les entreprises commencent à mesurer l'impact de cette labellisation sur l'ensemble de leur environnement et notamment financier. Il y a combien d'entreprises à la Fédération nationale des transports routiers? Nous avons 5300 entreprises qui représentent 243 000 salariés. D'accord, donc c'est un secteur économique puissant, mais on voit qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui peuvent entreprendre. Et ça, c'est seulement les adhérents à la Fédération. Donc il y en a cette démarche. Est-ce que c'est payant de se faire labelliser? Oui, mais franchement, on a travaillé pour que ça soit pas cher. Et le maximum, donc pour une entreprise, parce que cette année on a rajouté, pour être en conformité avec les nouvelles exigences européennes en matière de CSRD, on a rajouté une tranche, on était à plus de 250, on est à plus de 500 maintenant, et ça coûte 1 000 €. Donc voilà, donc pour les plus petites entreprises, ça coûte 500 €. Donc effectivement, c'est vraiment abordable pour une entreprise. Vous l'avez évoqué, mais ce qui est évidemment important quand on a un label, il y a 2 éléments. Il y a quel degré d'exigence on place dans ce label, surtout quand c'est le secteur lui-même qui le crée, et puis ensuite l'indépendance de ceux qui vérifient. Donc je voudrais commencer sur la grille. Vous nous avez dit qu'il fallait une grille spécifique. Très bien, mais si vous la faites trop peu ambitieuse, tout le monde va être labellisé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors elle est
ces indicateurs, alors il y a les indicateurs eux-mêmes, bien entendu. Derrière, il y a effectivement le scoring nécessaire. Alors, on avait effectivement des exigences de l'agence de notation, en disant non, il faut voilà. Et puis il y avait aussi nous, on a pu analyser les pratiques, je dirais, dans les entreprises. Donc la pratique moyenne est constatée annuellement. Et puis si on est en dessous, eh bien on score pas. Et si on est au-dessus, on score. Tout simplement. Et si on est au milieu, bon, ben ça rapporte moins de points. Et donc, sur chaque indicateur, il y a effectivement à chaque fois ce scoring. Alors, bien entendu, en fonction, ce label est adapté en fonction de la taille de l'entreprise. Les plus de 500 ou 75 indicateurs. Les moins de 10 doivent avoir à peu près 20 indicateurs. Voilà. Donc, on a essayé d'adapter les exigences, qui sont toujours d'ailleurs des exigences extra légales ou réglementaires, c'est-à-dire qu'on va au-delà, bien sûr, des obligations des entreprises. Et quand on connaît les obligations qui pèsent sur les entreprises dans la matière, c'est parfois difficile de trouver, d'avoir des exigences qui vont au-delà. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est du déclaratif. Donc, comment vous vérifiez les informations fournies par les entreprises pour obtenir ce label ? Alors, l'agence de notation Etifinance, avec qui on a beaucoup travaillé, un outil spécifique, OneTrack, et à partir de là, l'entreprise qui s'inscrit, elle est dirigée vers le référentiel qui correspond à son activité et à sa taille. Et puis à partir de là, il y a une aide méthodologique en ligne, elle peut appeler, ainsi de suite. Et puis il y a des vérifications de cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas mentir. Et puis on est aussi sur une progression, comme je le disais, c'est tous les ans qu'on doit se labelliser. Et donc, nous, on est bien, vraiment comme dans une démarche qualité, comme dans une démarche compétence. On veut véritablement engager les entreprises à toujours faire mieux, à toujours s'engager. Oui, et certains parlent d'un processus d'écologisation, un peu comme il y a eu l'industrialisation, c'est un peu cette logique. Un chiffre qui me semble important sur les biens transportés par la route, tout simplement. 88% des biens sont transportés par la route. En France, ça montre l'ampleur des enjeux. Imaginons, j'ai une entreprise de transport, je veux le label. Alors c'est peut-être difficile de répondre à la question. Quels sont les leviers les plus efficaces pour améliorer son bilan carbone, pour obtenir cela ? Oui. Alors, il y a les 3 piliers, bien entendu. Donc, on travaille sur la partie environnement, la partie sociale, la partie gouvernance. Oui. Ce que l'on a souhaité, ça c'est une exigence FNTR, c'est que le pilier social compte pour 40% de la notation finale, le pilier environnement 40% et le pilier gouvernance 20%. Parce qu'on a quand même beaucoup de PME et de TI, et voire même de TPE chez nous. Et donc, à un moment donné, il était important de vraiment mettre l'accent sur le social et l'environnement. Alors, si je prends l'environnement, 40%, les leviers les plus efficaces ? S'ils sont déjà identifiés. Non, oui, bien sûr. Non, mais dans le référentiel, il y a tous les leviers possibles pour effectivement améliorer sa performance environnementale, mais ça ne passe pas seulement par la transition énergétique de la flotte, par exemple. Parce que la transition énergétique de la flotte, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 99% des poids lourds français qui sont aux dernières normes européennes, c'est-à-dire Euro 5, Euro 6. Donc voilà. Et on a une bonne part également de la flotte qui migre vers un mix énergétique, le B100, le gaz, ainsi de suite. Donc oui, effectivement, ça en fait partie, mais pas que. Il y a aussi toute une partie qui peut se faire sur l'éco-conduite, par exemple. Et là, l'homme rentre en jeu. Et donc le rapport avec le social est déjà là. Donc c'est un tout. Mais en revanche, une entreprise, pour avoir le label, ne peut pas être très très bonne, par exemple, en matière environnementale, et très mauvaise en social, et quand même avoir une moyenne qui lui permette d'avoir le label. Pourquoi ? Parce qu'on a souhaité qu'il fallait avoir un minimum dans chaque pilier, c'est-à-dire 40 sur 100 dans chaque pilier. Et donc, si à un moment donné, j'ai 60 sur 100 en environnement et puis 39 en social, je ne passe pas. Donc on peut avoir une note globale, une moyenne globale qui normalement permet d'avoir le label, mais je n'ai pas les minima
par pilier. La mutualisation du transport, c'est aussi un levier d'amélioration. Oui, ça peut être ce qu'on appelle le verdissement du fret, tout simplement. Alors nous, on travaille, on est engagé, alors dans la profession est engagée dans différents programmes C2E. Et le dernier en matière de report modal, c'est Remove. Donc la partie RIMO qui nous concerne, donc report modal. Et où on va essayer de sensibiliser nos entreprises, parce que nous sommes les premiers clients, nous les transporteurs routiers, les premiers clients des modes massifiés. Le fluvial, le ferroviaire, voire même le cabotage maritime. Et donc, on va inciter nos transporteurs à au moins se sensibiliser à la chose, voire à se former, voire à passer le pas et à le faire. Vous nous l'avez dit, et on va conclure là-dessus, vous l'avez fait par engagement, mais aussi parce qu'il y avait une pression, j'allais dire, amicale de vos clients. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent améliorer leur scope 3, et donc ils ont besoin que vous soyez meilleurs. Tout à fait. Et puis, on voyait aussi l'intérêt en termes d'image pour le secteur et pour chaque entreprise labellisée, parce qu'on a aussi des problèmes de recrutement, par exemple. Les jeunes sont très sensibles à la chose. Et puis, le secteur financier, avec les prêts à impact, ainsi de suite, sont très sensibles également à la chose. Les assureurs également. Et nous avons dans les partenaires du label, par exemple, des assureurs qui nous ont dit, écoutez, voilà, j'aurais quelques exigences complémentaires, si c'était possible. Voilà. Et donc, en matière de prévention, notamment de l'accidentologie. Et donc, c'est un travail de progrès, c'est une démarche de progrès de l'ensemble du secteur et de la profession. Merci beaucoup Rodolphe Lantz et à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart. On passe à notre débat, on va découvrir, peut-être que vous la connaissez, l'économie régénérative. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. On va parler d'économie régénérative. Bonjour Valérie Brunel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychosociologue, praticienne chercheuse, et Sarah Dubreuil, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, entrepreneur dans le secteur de l'environnement. Vous publiez un livre blanc qui est soutenu par BPI France, Entreprises et systèmes vivants, appréhender les approches régénératives, qui a été publié il y a quelques mois, c'était en octobre. Peut-être revenir à la jeunesse, pourquoi BPI France a souhaité un tel livre ? Parce que l'économie régénérative semble extrêmement prometteuse, mais elle est difficile à comprendre pour une raison très simple, c'est qu'elle est en tout point opposée à notre modèle économique actuel, dans ses visées, dans son rapport au monde, dans ses règles du jeu. Voilà, donc pour donner de la clarté au concept. Ouais, ça nous oblige à changer de logiciel d'une certaine façon, à penser différemment. Justement, vous allez pouvoir, je pense, l'une et l'autre répondre à cette question. On rentre dans le dur, si j'ose dire. Comment définir l'économie régénérative ? Vous en diriez quoi ? Bien, l'économie régénérative et les approches régénératives, c'est tout d'abord prendre conscience du dépassement de 6 des limites planétaires sur 9. Et à partir de là, de prendre conscience que réduire l'impact ne suffit pas. Dès lors, qu'est-ce qui peut se régénérer ? Ce sont les systèmes vivants. Aujourd'hui, vous cassez un ordinateur, il ne va pas se reconstruire de lui-même. Ouais. Alors que si vous cassez une branche de pommier dans votre jardin, cette branche va s'auto-créer et avec un peu de chance, vous aurez même des fruits. Donc, il faut s'inspirer du vivant. Exactement. C'est même se mettre au service des systèmes vivants, donc les écosystèmes, les communautés humaines, pour les aider à être plus sains, à avoir plus de vitalité. Très concrètement, une approche régénérative de tous les jours, ce serait aller acheter vos fruits et légumes auprès d'un agriculteur en agroécologie, selon les saisons, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est un peu les gestes qu'on peut faire nous. Mais alors, si on... effectivement, moi, je me mets à la place de nos téléspectateurs. Il y en a un qui, justement, a une flotte d'ordinateurs. Il dit, bon, mais vous êtes bien gentil, mais comment je fais pour intégrer ça ? Vous me dites, changeons de logiciel. Mais comment intégrer les principes de l'économie régénérative à des décisions comme celle-là ? Oui. Alors, si on revient à la définition d'une économie régénérative, c'est mener une activité donc qui répond à un besoin humain, de manière à ce qu'elle augmente la vitalité des systèmes vivants. Oui. Donc les systèmes vivants, c'est aussi nous. Bien sûr. Donc qu'elle soit régénérative pour les gens qui travaillent, qu'elle soit régénérative pour le lien social et aussi pour les milieux naturels. Et donc là, votre question, c'est de dire quand on est un peu loin des milieux naturels, par exemple, on fait des ordinateurs, comment on peut devenir régénératif ? Ça va être évidemment, pour la plupart des activités, déjà de réduire l'impact
au minimum possible, et puis de voir à quel endroit on peut se reconnecter avec les systèmes vivants. Il y a plein de besoins auxquels on répond par des systèmes techniques, ou on peut répondre par des systèmes vivants. Alors pour des ordinateurs, il y a peut-être des matériaux qui peuvent être utilisés, mais l'exemple classique, ça va être l'agriculture, de fonctionner avec l'agroécologie. En urbanisme, on peut climatiser davantage des bâtiments avec des solutions fondées sur la nature. On peut filtrer des eaux avec... Ce que je comprends du concept, c'est redonner plus à la nature qu'on ne lui prend. C'est un peu cette logique-là, Sarah Dubreuil. Oui, exactement. C'est-à-dire que au global, sur un territoire, une communauté, vous allez être net régénératif. Vous allez régénérer plus que vous ne détruisez. Et c'est un regard qui va être effectivement global. Alors, pour que ça fonctionne, si je comprends bien là aussi, on ne peut pas être tout seul. Là, on va parler d'écosystème, c'est ça ? Alors oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ce sont les systèmes vivants qui se régénèrent, donc ça va être les territoires, les communautés. À partir de là, vous ne pouvez pas être régénératif seul, vous allez être régénératif en vous ancrant dans ces territoires, ces communautés, et c'est elles-mêmes que vous allez aider à régénérer. Vous allez contribuer à leur régénération. Les écosystèmes, ensuite, seront plus sains, seront plus vitaux, vous aurez plus de solutions ancrées avec la nature, les communautés humaines, de la même façon, seront plus résilientes. Oui, vous nous disiez tout à l'heure, Valérie Brunel, qu'il fallait qu'on change un peu de logiciel. Est-ce que ça veut dire, par exemple, pour des entreprises qui sont concurrentes, d'apprendre, et il y a des exemples, d'apprendre à collaborer ensemble sur des solutions qui vont justement aller vers une économie plus régénérative? Sans doute, il y a cette idée de passer à la coopération. Quand je parle de changer de logiciel, c'est vraiment aussi changer nos croyances fondamentales. C'est vrai qu'on... globalement, on se sent souvent assez déconnecté des milieux vivants et on n'a pas toujours la conscience qu'on en dépend. Et vous dites rendre plus à la nature qu'elle nous donne. Et en fait, si on ne lui rend pas à un moment, le boomerang est en train de... On est un peu en train de le prendre, le boomerang. Donc, se rendre compte qu'on est dépendant et aussi réfléchir aux logiques de concurrence et de domination et à ce qu'elles produisent et à se dire finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux répartir la valeur équitablement et que le bénéfice global serait supérieur. Je pense que ça peut être important de donner des exemples qui soient les plus concrets possibles. Par exemple, tiré de votre livre blanc, peut-être vous pouvez commencer, Sarah Dubreuil, un exemple. Merci. Alors, en exemple, je souhaiterais parler d'une société qui s'attache plutôt à la régénération des communautés humaines, qui me semble très intéressant par son regard très intégral. C'est la société À l'Envie. À l'Envie, c'est une start-up qui travaille sur l'aide à domicile pour les personnes âgées et qui s'attache vraiment à remettre l'humain au cœur, à se mettre au service du coup de l'humain. En quoi est-ce que À l'Envie a justement cette approche régénérative très intégrale? Il y a un travail au niveau du pourquoi, de la mission. C'est tout d'abord comment réhumaniser l'accompagnement des personnes âgées et être viable économiquement, mais au service d'abord de cela. Avec, derrière cela, un regard qui va être sur le changement de l'ensemble de son système. Par exemple, À l'Envie va aller former ses concurrents. C'est un travail aussi au niveau du comment. À l'Envie a un vrai regard sur la culture de son entreprise, travailler sur l'épanouissement de ses salariés, leur autonomisation, qui va être quelque chose qui va être très en miroir finalement avec sa façon de traiter ses propres clients. Culture qui va avoir un parallèle avec son regard sur la gouvernance. Le fondateur d'À l'Envie est aussi coprésident de la commission des entreprises à mission et travaille sur de nouveaux cadres permettant du coup dans la société de s'ancrer au service du vivant. Et enfin, c'est un regard au niveau de l'activité même. Donc là, on va être sur l'accompagnement des personnes âgées, la création d'EHPAD ancrés dans les communautés locales au service de l'humain. Et vous parliez de viabilité économique. Est-ce que À l'Envie est plus cher que ses concurrents ? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est réservé aux seules familles qui peuvent payer très cher pour placer une personne âgée dans les EHPAD ou dans les lieux À l'Envie, ça ne va pas. Mais alors là, justement, je vous renverrai, parce qu'À l'Envie importe un modèle néerlandais, Buurtzorg, qui a si bien marché qu'il est devenu le modèle dominant aux Pays-Bas, justement de passage d'une approche d'uberisation des infirmières locales à une approche centrée sur l'humain. Il se trouve que le modèle est globalement plus viable économiquement que le précédent. Et alors, je vous invite à aller voir, c'est un cas, il y a de nombreuses vidéos, notamment de Frédéric Laloux sur le sujet. Donc non, contrairement à ce qu'on croit, je dirais que recentrer sur l'humain, ça ne veut pas forcément dire devenir hors de prix et inaccessible. C'est important de le dire, allez-y. Justement parce qu'on s'appuie sur des dynamiques humaines.
Oui. et que ça va créer une énergie renouvelable de motivation, de fonctionnement. Et si j'ai bien compris... Donc il y a moins de turnover dans l'entreprise. Il y a moins de par exemple. turnover. Les équipes dans les EHPAD s'appuient aussi sur les aidants familiaux qui peuvent venir participer aussi. Donc ça crée plus de liens familiales et des gens qui travaillent, qui participent et qui sont bénévoles en fait. Ouais. Vous avez un exemple aussi issu Oui, du alors dans le rapport, on parle de l'association À l'âge, qui est une association de réinsertion et de formation pour des personnes éloignées de l'emploi, qui va déjà résoudre leurs problèmes, ce qui les empêche d'accéder à l'emploi, et puis leur offrir une formation qui va consister à faire des chantiers de réhabilitation des friches urbaines. Donc avec des moyens évidemment naturels, il ne s'agit pas de les arroser de pesticides, donc avec des pratiques responsables. Et donc régénération de l'humain, du tissu social, puisque c'est des gens qui reviennent vers l'emploi, et des milieux naturels autour de nous. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de l'économie régénérative dont vous nous parlez, Valérie Bruni? Oui, si vous rajoutez l'aspect lien aux vivants et aux écosystèmes vivants. Puisque finalement, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est régénérative de l'humain et du social. Est-ce que la France est en avance ? Est-ce que c'est un concept français ou vous nous avez dit non, vous avez donné un exemple néerlandais, mais voilà, question très générale, où est-ce qu'on se situe dans la diffusion de ces idées ? Alors aujourd'hui, c'est un concept qui émerge à niveau international. Il y a États-Unis, Europe du Nord, sans forcément utiliser ce mot, pays du Sud. Je pense qu'en France, des échos que nous avons, il y a une vraie effervescence, notamment dans le milieu des entreprises, notamment grâce à la conversion des entreprises pour le climat. Mais je pense que, en tout cas, très clairement, c'est un mouvement beaucoup plus global. Je voudrais qu'on discute autour du mot. Économie régénérative, Valérie Bruni, parce que si de plus en plus d'entreprises, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'estampiller régénérative. Donc on est dans le greenwashing, on est dans la diffusion du concept. Comment vous le vivez, ça ? Alors moi je suis sociologue et donc ce que je vois, c'est que notre économie est construite majoritairement sur des principes opposés à ceux de la régénération. Donc où on va extraire de l'énergie, des matières, où on va chercher des logiques volumiques, où on va chercher à capter de la valeur, où on va chercher à vendre des produits qui se transformeront en déchets. Et donc une grande entreprise qui est globalement construite sur ces principes, quand elle se dit régénérative, ça va peut-être être qu'il y a une niche qui est régénérative, mais alors l'impact global reste à questionner. Et puis aussi, quand on parle de régénération, il y a une dimension locale, c'est-à-dire qu'on est régénératif parce qu'on est ajusté, pertinent par rapport à un tissu social, par rapport à des gens, par rapport à un milieu naturel. Et donc, c'est un petit peu difficile d'être régénératif à grande échelle. Oui, je comprends ce que vous nous dites. Est-ce qu'il faut, Sarah Dubreuil, un label ? Alors, il y en a tellement des labels, je ne devrais jamais dire ça, parce que je pense qu'il y en a trop et qu'on s'y perd, mais est-ce qu'il faut un label économie régénérative, justement pour éviter l'usage à tort et à travers du mot ? Alors, moi, je ne suis pas forcément embêtée par justement cet usage large, parce que moi, je suis entrepreneur de l'environnement et moi, ce que je vois, c'est surtout que ce sujet, la régénération, les écosystèmes vivants, arrivent au top de l'agenda du secteur conventionnel. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, c'est que le mot régénératif soit utilisé de façon assez large. Pour moi, c'est plutôt bien. Ça montre qu'il y a une prise de conscience. Bien sûr qu'il y a des initiatives diverses, mais ça veut dire qu'il y a des dirigeants, des entrepreneurs, des moyens qui sont mis dessus. Ça veut dire qu'on va avoir massivement de l'argent qui va aller sur ce secteur et qu'on va se donner plus les moyens à aujourd'hui, justement, de voir comment se réinsérer dans les systèmes vivants. Ça veut dire qu'on va se donner les moyens de ne pas aller vers de la maladaptation, par exemple. Donc, pour moi, le sujet du label m'importe, je dirais, est moins important. Regardons peut-être ensuite au niveau du territoire des communautés sur lesquelles agissent les entreprises. Est-ce que ces communautés, ces écosystèmes ont été régénérés de façon nette positive ou pas ? Voilà le juge de paix, je dirais. Merci beaucoup. Désolé, l'interview est terminée. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. Merci. La rubrique start-up de l'émission tout de suite.
Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre invité est avec nous en duplex, Tiffaine Elise. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice d'Agriflux, créée en 2019 avec Jean-Marc Touy. Racontez-moi la genèse. Pourquoi avez-vous créé cette entreprise ? Tout à fait, bonjour. Donc on a créé Agriflux pour créer une solution logistique disruptive qui booste la transition du modèle alimentaire visant à augmenter les marges des agriculteurs et réduire l'impact carbone des livraisons, de leurs livraisons en local. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur, un producteur, un transformateur qui vend localement ses produits, bien souvent, faute d'alternative, doit livrer en propre ses clients, que ce soit des magasins, des cantines, de la restauration collective, des restaurants. Et donc tout ça, c'est extrêmement chronophage pour lui, coûteux. Et en plus, c'est limitant, puisque aujourd'hui, un producteur, il a tendance à vendre là où il peut livrer et non pas livrer là où il pourrait vendre, ce qui serait quand même logique. Ouais. Quelle solution vous avez imaginé ? Je crois que votre première plateforme, elle fonctionne en Occitanie. Comment ça marche, Agriflux ? Eh ben, en fait, c'est tout simple. On construit des solutions logistiques qui nous permettent de construire un maillage, enfin de constituer un maillage de transporteurs locaux ou nationaux d'ailleurs, ou en tout cas des transporteurs qui sont en mesure d'apporter des solutions concrètes aux producteurs, d'une part pour aller enlever leurs produits sur leurs exploitations, sur leur lieu de production, donc bien souvent en zone rurale, pour ensuite aller livrer ces produits chez leurs clients, auprès des zones de consommation. On parle de B2B, on ne va pas livrer des particuliers en direct, on livre vraiment des magasins ou des cantines. Et du coup, on met en musique, je dirais, ces flux pour que ce soit le plus simple possible pour le producteur. Lui, il a simplement à nous envoyer une commande de transport sur un smartphone en nous indiquant ses quantités de livraison et ses destinataires. Et nous, derrière, on met tout en œuvre via notre plateforme et avec nos transporteurs pour aller livrer dans des conditions de service acceptables pour tout le monde et en tout cas qui répondent aux besoins de chacun, à la fois des producteurs et de leurs destinataires en bout de chaîne. Oui, je voudrais donner deux chiffres, pardon de vous interrompre. 75% des Français qui déclarent vouloir consommer des produits locaux, mais seulement 6 à 7% des produits qui sont effectivement consommés localement. Pourquoi ce décalage, Tiffaine Elise ? C'est le prix, c'est l'absence d'offres ? Comment vous l'expliquez ? Alors, je pense que le sujet de la consommation alimentaire en ce moment est un vaste sujet très couvert médiatiquement et on l'a vu avec la crise agricole. Je pense c'est multifactoriel bien sûr. Il y a plusieurs sujets, hein. Il y a du prix, il y a de la capacité à produire des plus petits acteurs et des plus petits producteurs. Ça, c'est une chose. En revanche, la logistique est un sous-jacent de l'ensemble, bien souvent oublié. Aujourd'hui, toutes les chaînes d'approvisionnement alimentaire en France et d'ailleurs en Europe sont construites sur la base de circuits longs, de grandes distributions, de très gros acteurs d'agro-industrie. Et concrètement, il n'y a pas véritablement de solution autre que ça pour aller livrer et pour acheminer les produits dans les restaurants, dans les cantines et dans les magasins. Du coup, tout le système aujourd'hui alimentaire est construit comme ça et il est très difficile pour les producteurs qui veulent vendre en local, en circuit court, en direct, de trouver des solutions et donc ils le font eux-mêmes et donc c'est très compliqué et donc très peu le font. Un agriculteur là, qui nous regarde, par exemple, il se dit « Ok, mais combien ça me rapporte ?» Parce que la question du revenu, elle est majeure. Par rapport à ce système massif traditionnel qui domine tout, dont on parle, il y a quel gain potentiel en termes de revenus ? En fait, son gain potentiel, il est double. Déjà, c'est un gain de temps. Et c'est précieux le temps. Enfin, les agriculteurs, ils ont deux problèmes. Ils ont des revenus et des conditions de vie. En moyenne, ils passent une journée par semaine à les livrer. Donc, vous voyez, c'est 2 mois complets par an sur la route, en livraison, à prendre des camions et à les livrer. Donc, ils gagnent du temps et ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, le carburant, les camions, les assurances, etc., ça a un coût. Souvent, c'est un coût caché, ou en tout cas, ils le calculent mal. Mais nous, ce qu'on leur offre, c'est de l'optimisation logistique à grande échelle, qui n'auraient pas les moyens de se payer en allant eux-mêmes voir individuellement les transporteurs et qu'on fait pour eux. Donc, on a capacité à leur vendre du transport à des prix raisonnables et
et on leur fait gagner du temps, donc du temps de production, du temps de commercialisation, etc. Merci beaucoup Tiffaine Élise et bon vent à Agriflu. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Bismart, salut.